Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Adrien Gindre. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes également l'auteur de l'Atlas des relations internationales chez Armand Collin. On va faire une sorte de tour du monde ce matin parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. L'Ukraine, bien sûr, on va y revenir en détail dans un instant. Mais je voudrais d'abord qu'on dise un mot de l'Afrique, un continent où Wagner est très présent, cette milice, où le sentiment anti-français aussi a grimpé ces derniers mois. Le président français Emmanuel Macron s'y rend cette semaine pour une tournée dans 4 pays. Dès hier, il a donné sa vision, sa politique africaine. Si on résume en 2 points très succinctement, diminuer nos effectifs militaires sur le continent et rentrer dans une logique de compétition, par exemple pour nos entreprises. Est-ce que vous dites ce matin, c'est un virage bienvenu ou c'est un constat d'échec devant la progression des Russes et des Chinois sur le continent, par exemple ? C'est les deux. C'est un virage qui est lié à un constat d'échec. C'est vrai que notre influence en Afrique a diminué depuis, non pas l'élection d'Emmanuel Macron, mais depuis déjà plusieurs années, et qu'on est soumis à une concurrence, que l'histoire du précaré s'est finie depuis longtemps, par décision des pays africains, pas par décision française. Et que l'Afrique, qui était dans les années 90 abandonné de tous, qui était le continent oublié de la mondialisation, aujourd'hui est le continent de la compétition. Les Russes, les Chinois, mais aussi les Émiratis, les Turcs, les Brésiliens, tout le monde vient en Afrique parce qu'il y a plus d'une 54 voix à l'ONU, qu'il y a des matières premières et que la compétition est tout à fait ouverte. Donc effectivement, et il faut bien se rendre compte que oui, notre influence a diminué, et non, ce n'est pas uniquement de la faute de Wagner. Wagner et les Russes ont joué leur rôle pour essayer de nous marginaliser, mais il y a d'autres raisons au fait que nous ayons perdu notre influence. Wagner, c'est vrai que ça nous interpelle parce qu'on en parle beaucoup dans le conflit ukrainien, mais c'est une réalité parallèle en Afrique malgré tout. Le président y a fait allusion hier lorsqu'il dit « Wagner, c'est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes. Ma conviction, professe-t-il, c'est que les États africains finiront par s'en passer parce qu'elles ne sèment que le malheur là où elle se déploie, cette milice. » S'agit-il, de votre point de vue, d'un vœu pieux ou a-t-on aujourd'hui déjà des signaux qui nous permettraient de dire que Wagner recule ou va reculer ? Alors oui, Wagner va reculer parce qu'elle ne fournit pas la promesse. Elle ne lutte pas mieux contre le terrorisme que les militaires français le faisaient au Mali. Mais par contre, la promesse de Wagner, c'est pas d'assurer la sécurité d'un pays, c'est d'assurer la sécurité d'un régime. Et tant que le régime malien est en place, tant que le régime en Centrafrique est en place, et tant que le régime au Burkina est en place, ils vont rester, ils se payent en matières premières, et donc ils ont déjà commis des bavures, des massacres, etc. Ils s'en sont pris à la population civile, donc ils sont déjà, mais au début ils arrivent en disant, nous on est contre la France et c'est relativement populaire. Et puis on voit qu'ils ne le font pas mieux, voire qu'ils le font nettement moins bien, mais en fait ils ont l'assentiment des régimes des pays dans lesquels ils sont parce qu'ils ne mettent pas en cause les régimes. Au contraire, ils les confortent et c'est effectivement leur assurance vie. Alors pendant que pour quelques heures ou quelques jours, Emmanuel Macron regarde surtout du côté de l'Afrique, on a vu que l'escalade, en tout cas l'escalade verbale à minima, continue du côté de l'Ukraine et de la Russie. On l'a vu hier à midi avec Anne Seften et Christophe Moulin. Quand on regarde les propos de Dmitri Medvedev dans une interview à un journal russe, c'est aujourd'hui le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, il dit si la question de l'existence de la Russie est sérieusement posée, elle ne sera pas résolue sur le front ukrainien seulement, mais en même temps que la question de l'existence de toute civilisation humaine. C'est une manière de nous dire, si on disparaît, vous disparaissez avec nous. Ça va être l'apocalypse générale. Oui, c'est une allusion claire et nette à l'usage d'armes nucléaires au cas où il y a une attaque contre la Russie. Et donc Medvedev, qui était, lorsqu'il était président, l'homme des contacts avec les Occidentaux, qui s'était abstenu sur la résolution 1973 permettant une intervention militaire en Libye, donc sans mettre le veto qu'il aurait pu mettre à l'époque, devient aujourd'hui, pour se rattraper peut-être aux yeux de Poutine, le plus dur, le plus faucon des faucons, et c'est toujours celui qui a les déclarations les plus incendiaires à l'égard du monde occidental. Donc en fait, là, il fait une promesse d'apocalypse. Si nous croulons, tout le monde croulera et on entraînera tout le monde dans la chute. En même temps, même si ça n'excuse en rien ces déclarations, il y a aussi des déclarations de responsables du Premier ministre polonais qui dit qu'il faudrait démembrer la Russie en plusieurs États, qui alimentent un peu ce moulin-là. Alors elles sont minoritaires, ce n'est pas le point de vue des Américains, ce n'est pas le point de vue des Français, des Allemands, mais disons que la propagande russe se sert de ce type de déclaration pour dire, regardez, ce n'est pas notre opération spéciale militaire, puisque le terme d'agression n'est pas employé, en Ukraine qui est en cause, c'est l'existence même de la Russie, et ils arrivent comme cela à faire oublier leur propre responsabilité aux yeux de leur population pour mettre le poids de la guerre sur les pays occidentaux. Avec les Russes, on se pose souvent la même question. Est-ce que ce ne sont que des mots
ou est-ce qu'il y a un risque d'acte supplémentaire de leur part? Quand on écoute aussi Vladimir Poutine, c'était dimanche à la télévision russe, il nous dit un peu, enfin on sent en filigrane ce qu'est sa crainte. Il dit les pays occidentaux n'ont qu'un seul but, détruire l'ancienne Union soviétique et sa partie principale, la Fédération de Russie. Est-ce que c'est ça au fond l'enjeu pour eux? Bien sûr, la grandeur de la Russie, mais aussi de la Fédération de Russie, avec ces républiques qui aujourd'hui y sont encore associées. Oui, alors effectivement, il y a 89 entités, il y a des tentatives sécessionnistes, mais bon, qui sont étouffées, effectivement, par le poids central, par la verticalité du pouvoir russe. Mais lorsqu'il dit ils veulent détruire l'URSS, ça c'est fait. Bon, après, le problème, quand on dit on va soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, il n'y a pas vraiment, les buts de guerre ne sont pas fixés du côté occidental. Certains pensent effectivement, les Polonais, les pays baltes, que tant qu'il y aura une Russie forte, l'Europe ne sera pas en sécurité. Et que donc il faut, de façon très durable, pour ne pas dire éternelle, démanteler, si ce n'est la Russie, du moins la puissance de la Russie. Et en disant, mais si on lui donne une défaite maximum, Poutine sera renversé, un nouveau pouvoir plus acceptable pour nous viendra et commencera, et on pourra établir une nouvelle relation, parce que pour que Poutine parte, il faut qu'il y ait une défaite humiliante pour la Russie. Et d'autres, c'est plutôt, une fois encore, les Européens de l'Ouest et les Américains disent il ne faut peut-être pas rentrer dans des zones plus inconfortables, avec en plus cet avertissement américain, attention, Chinois, ne donnez pas d'armes à la Russie et restez dans votre neutralité bienveillante à l'égard de la Russie, mais qui ne fait pas de vous un partenaire plus engagé dans la guerre que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alors on va évoquer ces deux points, l'avenir de Poutine et la place de la Chine. Sur l'avenir de Poutine d'abord, le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, dans un message vidéo, insiste. Il dit il y aura un moment où la fragilité du régime de Poutine se ressentira de l'intérieur et à ce moment-là, les prédateurs mangeront le prédateur. Est-ce que ça va arriver? Oui, dit-il, mais je ne sais pas quand. Est-ce qu'à vos yeux, la fin de Poutine est acquise à terme? Le problème, c'est quand? Je veux dire, il partira. Est-ce qu'il se représente aux élections, des élections présidentielles en 2024? Est-ce qu'il se représente ou est-ce qu'il choisira ce moment-là pour sauter en marche? Il y a un doute à vos yeux aujourd'hui? Disons que la tendance est quand même qu'il se représente et qu'il élimine toute opposition. Si bien sûr il subissait une défaite humiliante, puis il y a aussi le nombre de morts qui commence un peu à poser question. On n'a pas des chiffres exacts, mais on estime qu'il y a entre 100 et 200 000 victimes du côté russe, morts ou tués. L'entourage, les mères, les femmes commencent un peu... il y a quand même, en un an, il y a eu entre 5 et 10 fois plus de morts pour la Russie qu'en 10 ans pour l'Union soviétique en Afghanistan. Donc, même si Poutine a durci la répression, on est revenu un peu à une époque néo-stalinienne. En termes d'opposition intérieure, ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis. Il y a 1 million de Russes qui ont fui à l'étranger et qui manquent à l'économie russe, parce que c'était des gens qualifiés qui faisaient tourner l'économie et qui ne pouvaient plus supporter soit le risque de mobilisation, soit le fait de n'avoir aucun droit d'expression dans un pays, alors qu'eux étaient un peu ouverts sur le reste du monde. Donc tout ceci va manquer à la Russie. Et effectivement, il y a bien un moment où la situation deviendra insupportable. Mais tant qu'il n'y a pas une défaite militaire, Poutine peut rester en place et il va tout faire. Là, il joue la survie de son régime. C'est pour ça qu'il est prêt à lancer de nouveau des milliers de soldats dans la bataille, dont la vie ne vaut pas grand-chose, pour pouvoir rester en place. C'est ce qu'il faisait dire d'ailleurs au patron de la CIA, qu'en fait Vladimir Poutine comptait gagner à l'usure, qu'il voyait un temps long et que de toute façon, tant que ça dure, au moins... Ça dure pour lui aussi. Ça dure pour lui, mais chacun veut un peu l'usure. C'est-à-dire que du côté ukrainien, on pense que l'effectif de matériel, les équipements militaires, la balance va plutôt être de leur côté parce qu'il y a une fourniture massive et que l'armée russe n'arrive pas à reproduire. Ils perdent environ 150 chars par mois, ils en produisent 20, ils peuvent en réparer peut-être 70, bref, ils n'arrivent pas à produire. Il y a des interrogations sur leur stock de munitions, d'où l'interrogation, est-ce que la Chine va aider ou non? Mais donc, du côté matériel, le temps joue en faveur de l'Ukraine parce qu'elle bénéficie d'un soutien massif du monde occidental. Et les Occidentaux sont trop engagés aujourd'hui pour dire on arrête, l'opinion n'est pas d'accord, etc. L'opinion par ailleurs est plutôt d'accord avec l'aide à l'Ukraine. Donc il y a moins le risque d'usure, de fatigue ukrainienne dans le monde occidental. Et il y a quand même aussi un risque de fatigue du nombre de morts en Russie. Même s'il ne faut pas oublier que l'Ukraine souffre aussi et que le nombre d'Ukrainiens qui sont morts au combat est également important. Naturellement. Cette guerre, elle est aussi, au-delà des atrocités qu'elle comporte, un très bon exercice pour les analystes, comme vous êtes, et les journalistes, sur la déconnexion qu'il y a parfois entre le discours
et la réalité. Et à quel point la communication est une arme. C'est le cas aussi de la part des Américains, qui eux aussi ont une vision stratégique dans ce qu'ils disent et dans les tests qu'ils font. On le voit, vous évoquez la Chine par exemple. Bon, alors il y a certainement des craintes réelles. La Maison-Blanche demande par exemple, là il y a quelques heures, aux agences fédérales de bannir TikTok, cette application d'origine chinoise, des appareils qu'ils utilisent. On avait, et on a depuis plusieurs semaines, les propos du chef de la CIA qui nous dit les dirigeants chinois envisagent de fournir un équipement létal, donc c'est-à-dire des armes en fait à la Chine. La Chine dément. L'Ukraine elle-même, par la voix de son chef des renseignements, dit « Nous n'avons aucun signe de ces livraisons d'armes chinoises à la Russie ». Qui dit vrai à vos yeux ? En fait, les Américains disent « envisage ». Tout le monde peut envisager. On peut penser qu'il y a un débat interne en Chine en disant « qu'est-ce qui se passe dans cette guerre ? Il faut qu'on s'y mêle un peu plus. Est-ce que l'on peut supporter un effondrement de la Russie, qui est quand même notre voisin ? Est-ce qu'on peut supporter un trou de puissance à nos frontières ?» Et d'autres disent « mais on ne va pas aller au secours d'un pays qui est en train de perdre la guerre. Et pour l'instant, notre discours global, c'est de dire que nous sommes neutres. » En fait, c'est pas tout à fait vrai, mais ça passe. Et en tout cas, par rapport aux pays africains, puisque la Chine, on en a parlé tout à l'heure, est très présente en Afrique, le langage qu'ils ont, c'est que ce sont les Américains qui mettent de l'huile sur le feu en fournissant des armes à l'Ukraine, alors que la Chine, elle, appelle à la médiation, appelle au cessez-le-feu et lutte pour qu'il n'y ait pas d'insécurité alimentaire en Afrique, parce que les pays africains ont été victimes de la fin des exportations, de l'arrêt des exportations de céréales. Donc, si la Chine s'engageait réellement de deux choses l'une, soit elle donne 1000 ou 2000 drones, ça ne changera pas l'issue des combats. Soit elle s'engage massivement, mais vraiment massivement du côté de la Russie, et là, du coup, c'est tout son discours à l'égard du monde non occidental qui s'écroule. Et elle n'est pas certaine de gagner la guerre. Donc, je ne suis pas sûr que la Chine ait envie d'être du côté des perdants futurs et qu'elle prenne le risque de s'engager militairement, parce que pour la Chine, son objectif, c'est Taïwan. C'est pas l'Ukraine. Si l'Ukraine recouvre sa souveraineté sur l'ensemble des territoires qu'elle a perdus, c'est pas un problème pour la Chine. Si la Russie s'effondre totalement, c'est plus problématique. Pour le coup, le président français lui a choisi de prendre la Chine au mot sur ses velléités diplomatiques. Il dit la Chine doit nous aider. Si la Chine s'engage dans des efforts de paix, c'est bon, ça va dans le bon sens. Il a d'ailleurs dit qu'il irait lui-même en Chine au mois d'avril. Est-ce que vous pensez que la Chine peut vraiment servir de médiateur ? Elle le dit, elle a cette posture, comme vous venez de le souligner. Est-ce qu'elle peut, d'un point de vue effectif, y parvenir ? Est-ce que les États-Unis même laisseront faire, vu le niveau de tension entre les deux pays ? C'est clair. Alors, Macron avait dit au début de son mandat qu'il irait une fois par an en Chine, ce qui est bon. Et le Covid l'a empêché. Nous avons aujourd'hui l'ambassade française la plus importante, elle est à Pékin, elle n'est plus à Washington. Donc, il faut tenir compte des réalités. En dehors de la guerre en Ukraine, et Macron devait aller en Chine parce qu'il y a plein de dossiers à voir avec les Chinois. Est-ce que la Chine peut être un médiateur ? Elle n'est pas tout à fait au milieu, elle n'est pas tout à fait neutre entre l'Ukraine et la Russie. On voit bien qu'elle penche beaucoup plus du côté de la Russie pour de multiples raisons. Mais si elle se propose comme médiateur, bienvenue. On n'est pas en surabondance de médiateurs. Il vaut mieux que la Chine s'engage, et puis on verra après si vraiment, lorsqu'elle parle de l'intégrité territoriale des États, on peut dire que c'est hypocrite, mais enfin, c'est quand même une pierre dans le jardin de la Russie. Lorsqu'elle dit qu'il ne faut en aucun cas utiliser les armes nucléaires, eh bien, c'est un bon moyen de renvoyer Medvedev aussi à ses œuvres en disant que la Chine ne soutiendrait pas une frappe nucléaire russe, et c'est quelque chose qui, même du côté occidental, ne peut être que bienvenu. Ensuite, bien sûr, lorsqu'elle appelle un cessez-le-feu, eh bien, on voit que c'est un cessez-le-feu qui serait à l'avantage de la Russie. Parce que si on arrête les combats aujourd'hui, la Russie conserve les territoires qu'elle a conquis, et ceci est un peu moins d'un cinquième du territoire ukrainien qui serait aux mains des Russes. Et donc, ce n'est pas une position, mais enfin, en tous les cas, elle se propose. Elle sait quand même que c'est l'affaire la plus importante sur le plan stratégique, et quand on a le poids et le rôle de la Chine, on ne peut pas rester complètement de l'autre côté de la colline. Et donc, il est plutôt bon qu'elle s'engage. Bien sûr, il ne faut pas être naïf. Elle va défendre ses intérêts nationaux avant tout. Elle fera tout en sorte pour que la Russie ne soit pas totalement vaincue, mais elle ne peut pas être trop liée. Et je voudrais aussi dire autre chose, c'est qu'il y a un peu un discours contradictoire de la part des Américains. Parce qu'à la fois, ils appellent la Chine à se désolidariser de la Russie, tout en disant qu'il faut bâtir une coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires, où il y a la Chine et la Russie. Et donc, il faudrait choisir entre ces deux priorités. Mais là, il y a quand même une priorité à court terme, c'est de créer
un peu de distance entre la Russie et la Chine, même si disent l'amitié solide comme le roc, c'est pas tout à fait ça. Mais bien sûr, on voit que l'objectif à long terme des États-Unis, c'est pas la Russie, c'est pas l'Ukraine, c'est la Chine. Et ils préparent un peu déjà le tome 2 après avoir vu le tome 1. Avec des enjeux commerciaux, bien sûr, qui sont gigantesques aussi derrière. Juste dans cette logique de bloc, on aurait pu attendre que la Russie se félicite, que la Chine s'engage sur la voie de la médiation, veuille prendre les choses en main. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est contenté de répondre « On ne voit pas les conditions d'un règlement pacifique du conflit. Nous nous dirigeons vers la réalisation de nos objectifs. » Comment vous qualifieriez aujourd'hui la relation entre la Chine et la Russie ? La Chine n'a pas l'ascendant nécessaire pour pouvoir réellement dicter à la Russie ce qu'elle peut faire. Alors la Chine a la supériorité, elle a la suprématie. Le rapport de force, il est favorable à la Chine par rapport à la Russie. C'est complètement l'inverse. Durant la guerre froide, où lorsqu'ils étaient alliés, il y avait une maison mère qui était l'Union soviétique et un satellite qui était la Chine. C'est pour ça d'ailleurs que Mao a rompu pour ne plus être le lieutenant fidèle de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la Chine a un PIB nettement supérieur à la Russie, des dépenses militaires 5 fois supérieures à celles de la Russie, etc., etc. Mais en même temps, ils ne peuvent pas dicter la conduite de la Russie, parce que lorsque les intérêts, Poutine estime que ses intérêts de régime et les intérêts de la Russie sont en jeu. Donc quand vos intérêts vitaux sont en jeu, vous n'écoutez personne d'autre que vous-même. Et donc la Chine peut exercer une certaine influence, mais elle n'a pas un ascendant sur la Russie. Il y a dans ce jeu beaucoup d'acteurs, dans ce monde multipolaire, si tant est que l'expression soit correcte, au-delà de la Russie, de la Chine, les États-Unis. On voit par exemple aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui est au Kazakhstan. C'est une ancienne république soviétique, qui est à côté de la Russie, qui est aussi lorgnée par la Chine, qui a une influence certaine dans la région, qui tente de l'avoir. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent vraiment espérer de ces anciennes républiques soviétiques ? Alors, il y en a 5. On rappelle que toutes ont fait le choix soit de s'abstenir, soit de ne pas prendre part au vote quand il y a eu la résolution qui a été présentée à l'ONU pour demander le retrait des troupes russes d'Ukraine. Alors il y a des pressions américaines pour que cette fois-ci ils passent du côté de la condamnation et non pas de l'abstention, mais ces pays veulent rester un peu à distance. Eux, ils veulent avoir des relations avec tout le monde. Ils sont un peu coincés. États-Unis, Russie et Chine. Voilà, ils sont au milieu de ce triangle, avec bien sûr une base du triangle plus lointaine pour les États-Unis, mais qui leur achète du pétrole, avec lequel ils ont des relations. Et donc ils regardent ça un peu, c'est très gênant pour eux, cette guerre. Ils auraient préféré s'en passer, mais pas au point de dire que la Russie commet une agression et de condamner la Russie, parce qu'ils ont également besoin de liens avec la Russie et que ces liens ne sont pas coupés. Est-ce que pour autant, il vous paraît raisonnable aujourd'hui d'envisager les négociations ? Régulièrement, des diplomates, des journalistes aussi, là c'est le cas du Wall Street Journal, se font état d'initiatives de paix possibles. On a parlé de la Chine. Il y a les intentions qui sont prêtées aux Occidentaux, aux Européens en particulier, à Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Le Wall Street Journal, par exemple, raconte qu'à l'occasion de la réception à l'Élysée, il y a quelques jours, de Volodymyr Zelensky, il lui a été conseillé, après avoir été un grand chef de guerre, de devenir un homme d'État qui prendrait des décisions politiques difficiles, autrement dit, accepter d'amputer une partie de son territoire pour pouvoir faire la paix. Je précise que l'Élysée dit que l'heure n'est pas aux négociations aujourd'hui. La question c'est quand, encore une fois ? C'est comme l'avenir de Poutine. Ce langage est-il tenable aujourd'hui ? Alors d'une part, est-ce que Zelensky est en état d'accepter des négociations en interne ? Une partie de son opinion, qui est horrifiée par les crimes russes, qui se sent à juste titre agressé, n'accepterait pas. Disons que Zelensky était prêt à des négociations en mars-avril 2022, parce qu'il perdait du terrain. Et il avait dit que la Crimée était un problème que l'on pourrait négocier par la suite. Puisque maintenant il regagne du terrain et qu'il a le sentiment qu'avec l'aide occidentale, il peut gagner cette guerre et repousser totalement les Russes, il est moins enclin aux négociations. Ensuite, je pense que la clé est à Washington. Le jour où les Américains diront à Zelensky, on continue à vous aider, mais on va un peu moduler l'aide et donc il faudrait mieux négocier, il sera difficile à Zelensky de continuer à lutter tout seul. Et donc il y a un peu d'hypocrisie quand tout le monde dit ce sont aux Ukrainiens de décider des négociations, certes, mais ce que les autres pays qui aident l'Ukraine peuvent décider, c'est jusqu'à quand et jusqu'où ils aident l'Ukraine. Et pour l'instant, personne n'a fixé les buts de guerre. Personne, ni du côté russe, où on ne sait pas quels sont les buts de guerre, c'est aller le plus loin possible, mais c'est pas fixé, on peut les deviner. C'est conquérir toutes les zones qui ont été annexées juridiquement, mais qui ne sont pas encore contrôlées par l'armée russe. Mais du côté ukrainien, c'est récupérer tout territoire perdu. C'est plus clair du côté ukrainien. Depuis 2014.
Et là, on sait très bien qu'il y a des réticences un peu partout, que le chef d'état-major de l'armée américaine a élevé des doutes sur la faisabilité et sur la désirabilité de cet objectif. Faisabilité parce qu'il y aura beaucoup plus de résistance, et est-ce que c'est désirable? Non, parce que ça pourrait là amplifier la guerre. Mais on se maintient en disant ça sera aux Ukrainiens de décider. Oui, mais c'est aussi à nous de décider jusqu'où on est les Ukrainiens. D'un mot pour conclure, Pascal Boniface, est-ce qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'un conflit gelé vous paraît être la plus crédible? L'histoire du monde, l'histoire des guerres, on prend souvent l'exemple de la Corée, est faite de cela aussi. Des conflits qui ne sont pas réglés, mais qui s'arrêtent en fait. Cessez le feu par de guerre lasse. Tout simplement de guerre lasse, par fatigue des combattants, par manque d'énergie, par manque de moyens, par manque d'hommes, et effectivement avec une situation qui revient. Alors peut-être le scénario cohérent, c'est qu'il faudrait revenir à la situation prévalant le 23 février 2022, avant le début de l'agression russe. Ce qui voudrait dire une Crimée malgré tout aux mains des Russes, et une partie du Donbass également dans cette hypothèse. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau ce matin pour nous éclairer.